Mesdames et messieurs, bienvenue au DevFest Nantes. Je suis Annabelle, présidente maléfique de ce DevFest. Je vais maintenant appeler sur scène tous les incroyables personnages qui ont travaillé sur cet événement depuis plus d'1 an. Top Gun, Indiana Jones, Dark Vador, Harry Potter ou Hermione, notre cher groom, Mercredi Adams et Obélix. Vous pouvez les remercier pour tout le travail incroyable qu'ils ont fait, eux et ceux qui malheureusement ne peuvent pas être ici sur scène aujourd'hui. Nous pouvons les applaudir. Comme l'a très bien fait notre cher groom lorsqu'il vous a accueilli dans cette magnifique salle, plus de 100 bénévoles seront là pour vous accueillir pendant ces 2 jours du DevFest Nantes. Vous pouvez les remercier pour leur engagement et les applaudir. Participantes, participants, vous avez été tels des Top Gun lors de la vente des billets et pour avoir une chance d'être là aujourd'hui. Moins d'1 seconde s'est écoulée avant que tous les paniers ne soient complets. Alors un immense merci pour cette confiance que vous nous accordez depuis maintenant 11 ans. Vous pouvez vous applaudir. Connaissez-vous Indiana Jones ? Il parcourt le monde à la quête de trésors. Aujourd'hui, ce sont plus de 100 speakers qui parcourent la France et le monde pour venir aujourd'hui vous parler de leur passion et de leur expertise. J'aurais préféré le chiffre 666. Malheureusement, c'est 777 talks que nous avons reçus. C'est grâce à cela aujourd'hui que nous sommes labellisés French Tech Nantes. Alors un immense merci aux speakeuses et aux speakers pour leur partage. Un DevFest Nantes ne serait pas un DevFest sans nos sponsors. Cette année, avec un coup de baguette magique comme Hermione, nos stands la Cité des Congrès s'est transformée en un claquement de doigts. Cette année, le thème des films a inspiré beaucoup de stands et la cité est de plus en plus magique grâce à eux. Alors un immense merci à tous nos sponsors et plus particulièrement à nos sponsors Platinum, WeScale, ASI, Bouygues, Proginov, OnePoint, Sphere, Soprasteria, Thales, Uiris, Zenica, De Souter, Ipon, Google, Abside, OB et Maison du Monde. Vous pouvez les applaudir.
Ne loupez pas l'opportunité ce soir d'aller au grand banquet retrouver Astérix à l'after-party organisé par Proginov à partir de 18h30. Vous aurez plein de surprises et surtout une à partir de 18h45. Un blind test aura lieu sur le thème des films. Nous vous y attendons nombreux car vous aurez beaucoup de surprises. Mais attention, n'abusez pas de la potion magique. Vous pourriez passer du côté obscur de la force. Je rappelle qu'il y a un code de conduite à respecter. Il est disponible sur le site ainsi qu'un stand dédié. Des Jedi vêtus de vert, Deathfest Safe, seront à votre disposition si l'un de vous passe du côté obscur. Mais le plus important aujourd'hui est de ne pas faire comme Mercredi Adams. Souriez, profitez et amusez-vous et profitez de ce Deathfest Nantes. Nous allons maintenant accueillir notre premier speaker, Alexandre Solinos. Il est cofondateur de Néo7 et il va vous parler de révolution dans les tournages de cinéma. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir. Deathfest. Je suis très content d'être là et je remercie beaucoup le Deathfest de m'inviter à parler devant autant de monde. C'est génial. Donc moi je m'appelle Alexandre Solinos, je suis cofondateur d'une assez jeune société, on a 3 ans, qui s'appelle Néo7 dans le cinéma. Et je vais vous expliquer, je vais vous parler. Alors, je suis désolé, les slides sont en bilingue, donc pour ceux qui parlent anglais, ils pourront suivre quelques phrases. La révolution de la production virtuelle, vous en avez peut-être entendu parler, mais je voudrais commencer avant tout par une question. Une question, c'est une question que moi je me pose depuis très longtemps. Enfin, j'ai 44 ans que je me pose toujours la question, quand je serai grand, qu'est-ce que je veux devenir ? Et alors vous, je ne sais pas, mais moi, quand je serai grand, je voudrais être réalisateur de cinéma. Voilà. Et puis, le problème, c'est que, c'est peut-être pour ça que je ne le suis toujours pas, pas de petits films. Je ne veux pas faire des films dans des soupentes à Paris avec des bourgeois qui s'engueulent sur des histoires. Non, moi, je veux faire Star Wars, je veux faire Le Seigneur des Anneaux, je veux faire des grands films, je veux faire des films avec des décors énormes, je veux faire des choses énormes. Et puis, en France, c'est difficile de faire ça. C'est difficile de faire ça parce que ça coûte très cher, d'accord ? Et puis, je vais vous avouer un truc, c'est que moi, vous savez, je suis un peu une sorte de Stranger Things, c'est-à-dire j'étais un peu ce geek-là dans les années 90, vous voyez, le gars qui joue à Donjons et Dragons au fond de la classe, à Warhammer 40 000 et qui fait des trucs sur des ordinateurs. Mais il se trouve que je voulais faire du cinéma, donc je ne suis pas allé vers l'informatique, je suis plutôt allé vers le cinéma. Et je me suis dit que j'allais pouvoir geeker mon chemin jusqu'à la réalisation. Je me suis demandé, du coup, comment est-ce que je pourrais geeker le fait de tourner des films dans des environnements énormes en fait et qui tiennent dans des budgets français. Alors évidemment, le premier élément auquel on pense, c'est la méthode classique pour tourner des choses dans des décors énormes, c'est des fonds verts. Donc là, le fond vert, c'est une technique qui est connue depuis pratiquement un siècle dans le cinéma. En fait, c'est assez simple. Vous voyez que, je dois même avoir un pointeur laser qui marche. Hop là. Voilà, si vous le voyez. Vous voyez que le fond qui est vert là, on va le remplacer en post-production. Vous avez déjà vu des making-of. On va dire à un ordinateur, OK bonhomme, tu m'enlèves tout ce qui est vert là, tu l'enlèves, et tu le remplaces par les TIE Fighters là et du décor. On fait de l'extension de décor. Ça c'est très bien, ça marche très bien. Ça a un tout petit souci, c'est que c'est assez cher. Pour une raison simple, c'est qu'il y a plein de défauts. Si vous voyez au sol là, vous voyez ça là, ça c'est des reflets. Et sur l'armure, si vous faites très attention sur l'armure du Stormtrooper, c'est vert aussi. Donc en fait, le vert se reflète, et se reflète au sol, se reflète sur les armures. Imaginez si vous mettez une carrosserie de voiture, vous avez des réflexions partout, et vous avez aussi des transparences. Donc ça, vous pouvez plus juste dire à l'ordinateur, tiens, enlève-moi tous les pixels verts, ça marche moins bien. Il faut un peu plus le faire à la main. Et en fait, il faut tellement le faire à la main que ça devient pratiquement d'image par image, et ça peut être très long. Et donc, très cher.
Donc ça, vous dites, bon, bah ça, on voit ça tous les jours, Star Wars, c'est bon, des blockbusters, on en a vu plein. Fait oui, mais il faut bien comprendre que ça, c'est complètement exceptionnel. Ce n'est pas la norme du cinéma. C'est un film qui coûte 200 millions de dollars pour faire 2 heures. C'est-à-dire que ça n'existe pas. En tout cas, en France, ça n'existe pas. Et dans le monde, il y en a très très peu. On les voit tous pratiquement, mais il y en a quoi, une dizaine qui sortent par an maximum. C'est donc très très peu. Donc ça, c'est très très cher et très compliqué. Ça pose plein de problèmes. Je veux bien faire la suivante. Voilà. Et puis, il y a un jour, il y a ça qui est sorti. Et ça, vous avez peut-être entendu parler de cette série, The Mandalorian. En fait, parce que l'équipe de Star Wars, ils se sont posé les mêmes problèmes que moi. Ils se sont dit, ah ben, nous aussi, on voudrait faire du très très beau pour très peu cher, en fait, pour beaucoup moins cher. Et puis, on a une idée géniale. C'est comme on a une franchise qui a 40 ans, on pourrait se dire, tiens, et si on faisait une série télé? On se dit, mais ils n'y ont pas pensé en 40 ans. Non, c'est pas qu'ils n'y ont pas pensé, en fait. C'est juste que ça coûte tellement cher. Et les gens sont tellement habitués à avoir la qualité Star Wars quand ils voient une image Star Wars, que si vous faites du cheap, ben, ça ne marche pas du tout. Hein. Il y a une petite tentative à la fin des années 70. C'était vraiment pas une très très bonne idée. Et donc, il a fallu attendre jusqu'en 2018 pour tourner The Mandalorian. Parce qu'ils ont imaginé une autre solution que le fond vert. Quelque chose de différent pour avoir une qualité sur leurs effets spéciaux et sur leurs décors virtuels un peu différente, qui est ce que vous voyez derrière là. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est pas un fond vert, c'est un écran LED géant. D'accord ? Là, vous repérez aussi des caméras de tracking à ce niveau-là. Et puis, vous voyez la ligne en haut, là, c'est la limite entre le plafond du studio et les murs. En fait, tous les murs sont recouverts d'écrans LED, et le plafond aussi. Et le gros avantage, c'est que vous affichez du coup sur vos écrans LED un peu ce que vous voulez. Et puis ça, tous ces immenses écrans LED vont projeter leur lumière. En fait, ils sont très lumineux, donc ils projettent leur lumière. Vous voyez, c'est exactement le même type d'écran qu'on a là. C'est exactement ce type-là d'écran. C'est juste, on peut en mettre plein. Vous voyez, là, il y en a qu'un, c'est qu'un seul carré, mais c'est des petits carrés de 50 cm par 50 cm. Et puis là, vous en avez 4 qui sont assemblés. Là, vous en avez 9 qui sont assemblés. Voilà. Ben, vous en assemblez pas 9, mais vous en assemblez quelques milliers. Et vous pouvez faire un studio immense comme ça, qui ressemble à ce genre de choses. Voilà, où là, c'est à 360 degrés. Il y en a dans tous les sens. Il y en a au plafond, il y en a sur les côtés. Et vous voyez au premier plan, là, les écrans de dos, puisque ce studio est pas tout à fait à 360 degrés, mais pratiquement à 360 degrés. Et la lumière se reflète parfaitement sur les armures. Alors, c'est quoi l'intérêt ? Notamment l'armure du Mandalorian, qui est complètement réfléchissante. C'était ça leur problème original, en fait. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est quoi l'intérêt, en fait ? Parce qu'on dit, oui, mais ça va coûter très, très cher, ça. Donc, où est-ce qu'on économise de l'argent ? On économise de l'argent de manière assez simple. C'est juste que ça, en fait, quand vous avez ça sur le plateau, vous le filmez, et c'est tout. Ça part au montage. Plus d'effets spéciaux, en fait. C'est terminé. Toute la phase de j'enlève le fond vert, je clean les réflexions, les machins, tout ça, c'est terminé. Le réalisateur voit directement ce qu'il fait. Les comédiens sont sur le plateau, ne font qu'une seule prise, parce qu'en fait, ils voient ce qu'ils font. Ils n'ont pas besoin d'imaginer que là-bas, il y a un vaisseau spatial, mais en fait, c'est juste du verre. Je rappelle que Ewan McGregor, sur Star Wars épisode 1, il en pleurait. Au bout de 3 mois de tournage, il n'en pouvait plus de voir du verre tous les jours. Donc, les comédiens sont contents. Le chef opérateur, c'est-à-dire le monsieur qui fait de la lumière, il est content parce qu'il voit ce qu'il fait. En fait, il n'a pas un énorme machin vert qui se reflète en verre, qui met du verre partout, du spill partout. Et du coup, il peut, en fait, tout le monde travaille de manière beaucoup plus efficace, et surtout, ce que vous tournez, vous l'avez dans le moniteur, et c'est le résultat final du film. Et ça part au montage. Donc, pour vous donner une idée, un film Star Wars, ça coûte à peu près 100 millions de dollars de l'heure, hein, c'est 200 millions un film de 2 heures. Un épisode de Mandalorian, qui dure un peu moins d'une heure, je triche un peu, ça coûte 10 millions. Donc, on compresse les coûts pratiquement par 10. Alors, il y a un certain nombre de contraintes, mais globalement, c'était la première fois que, techniquement, il était possible de tourner quelque chose d'aussi complexe que Star Wars dans des budgets de télévision. Alors, je rappelle bien des budgets de télévision américaines, hein, parce qu'en France, un film à 10 millions, c'est un gros film. Si je prends un exemple, vous voyez cette image, visiblement prise aux États-Unis. En fait, bien sûr, vous connaissez déjà le trick. Cette image n'est pas prise aux États-Unis. Cette image est prise dans un pauvre entrepôt pas chauffé en dessous des pistes d'Orly, près de Paris. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, il n'y a pas de fond vert. Pas de fond vert derrière, c'est un écran LED, mais vous voyez que les reflets dans les lunettes sont justes, les reflets dans la carrosserie sont justes, les transparences sont justes. On a l'impression d'y être parce que l'intégration de la lumière est impeccable. Et surtout, ça, c'est la photo, on a fait clic-clac, terminé. Il n'y a pas de post-production, il n'y a rien. Donc ça intéresse beaucoup de monde. Quand moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais je veux savoir faire ça, en fait. Ça, c'est ce que ça donne. Donc le petit studio, vous voyez que il y a un écran au plafond, un écran derrière, un écran sur le côté qui d'ailleurs affiche autre chose. Hein. Là, celui-là, il est pas. Je m'en sors pas de tous mes trucs là. Celui-là, il est pas censé afficher ça. Mais vous voyez que elle là, c'est la même là. Et en fait là, vous avez deux effets différents. Vous avez en même temps
le fait que les écrans LED soient très très lumineux, donc se reflètent partout. Et puis vous avez une autre technique qui est l'effet du trompe-l'œil. Le trompe-l'œil, vous savez, c'est quand les perspectives sont tellement justes que vous avez l'impression qu'il y a vraiment de la profondeur dans une image. Vous avez peut-être déjà vu ces artistes dans la rue qui font des dessins au trait où on a l'impression que le trottoir va s'effondrer. En fait, il y a une perspective où ça marche, où c'est super juste, et toutes les autres, ça a l'air déformé, c'est moche. Ça s'appelle un trompe-l'œil. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des trompe-l'œil. Par exemple, cette image, on l'a fait en trompe-l'œil et on prend la photo exactement à l'endroit, à la bonne hauteur, à l'endroit où elle aurait dû être prise en vrai. Par exemple, si la photo de derrière a été prise, je sais pas, à 1m50 ou à 1m30 du sol, eh ben, cette photo-là, la finale, on va la prendre, la photo dans le studio, on va la prendre à la même hauteur. Du coup, les perspectives seront justes et vous aurez l'impression que la route derrière est bien dans la continuité de la voiture. Vous voyez, ici, là, on n'est pas tout à fait au bon point de vue. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de continuité entre le sol réel et la route virtuelle, mais ici, elle est juste. Et ça, en fait, en réfléchissant un peu, on se dit, mais en fait, ce serait bien si le trompe-l'œil, en fait, on pouvait le renouveler régulièrement. Comme ça, quand la caméra bouge, en fait, le trompe-l'œil serait toujours juste. Ça ferait probablement un effet intéressant. Je me suis dit, putain, c'est ça que je veux faire. C'est comme ça que je vais faire mon film, c'est trop bien. Donc, j'appelle tous les copains qui font des effets spéciaux, de cinéma, qui sont des grands pontes, etc. Je les appelle en disant, hey, mec, je veux ça, combien ça coûte? Ils me disent, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Il y a une équipe dans le monde qui sait le faire et c'est l'équipe de Star Wars en fait. Donc en fait, personne ne sait faire ça. C'est Cutting Edge, t'imagines même pas. Je dis mais c'est pas possible parce que moi ça fait 2 ans que je fais ça pour le commissariat à l'énergie atomique. Je fais quoi? Et du coup en fait j'ai réalisé que personne ne savait le faire et je me suis dit peut-être qu'il y avait peut-être une boîte à monter. Parce que moi pendant ce temps-là, en 2018, j'avais été appelé par le CEA, par le commissariat à l'énergie atomique. Alors, il se trouve que mon papa était physicien nucléaire il y a bien longtemps, il est mort, hein, mon papa, il y a 12 ans, et donc on reçoit un appel du CEA, c'est « Papa, tu me parles ?» Et il y avait ce côté-là très émouvant, en fait, mais je rigole, mais en fait, pour de vrai, c'est assez émouvant, d'avoir le CEA qui m'appelle en disant « Ah, on a vu un peu ce que vous geekez dans le cinéma, les trucs virtuels, vous avez l'air de connaître, la 3D, vous avez l'air de connaître, est-ce que vous ne nous feriez pas Matrix ?» C'est-à-dire vous faire Matrix? C'est-à-dire que nous, on ne veut pas un casque de réalité virtuelle, on veut une pièce, on rentre, et pensez Matrix, on est dans un autre monde. Est-ce que vous savez faire? Alors, on peut y réfléchir. Donc j'y réfléchis pendant 2 ans et on a fini par monter ce prototype qui s'appelle donc Circe, Smart Immersive Room for Circumvision Experience, qui était au CEA Grenoble, que j'ai livré en février 2020, qui est la date où j'ai découvert le making-of de The Mandalorian, du coup. Et je me suis aperçu qu'en fait, le système est le même. Alors, sur Circe, il se trouve que c'est des rétroprojecteurs, vous les voyez, ils sont là, hop, et ça projette sur les écrans. En fait, quand on rentre dans la pièce là, il y a des écrans, donc il y en a au sol et sur les 3 côtés, dans cette espèce de forme pyramidale. Et en fait, on rentre juste, non pas avec un casque de réalité virtuelle, mais avec des petites lunettes très légères, mais qui sont traquées. Traquées, ça veut dire que l'ordinateur sait où est l'œil droit et où est l'œil gauche du spectateur. Et donc, je vais envoyer dans l'œil droit ce que l'œil droit devrait voir s'il était vraiment dans cet environnement, et dans l'œil gauche, ce qu'il devrait vraiment voir s'il est dans cet environnement. Si je vais envoyer un trompe-l'œil différent dans chaque œil, et quand je me déplace, comme l'ordinateur sait où sont les lunettes, eh ben, les trompe-l'œil sont recalculés en temps réel. Et ça, 50 fois par seconde. Du coup, quand on se déplace, on a l'impression d'y être vraiment. Donc, s'il y a un objet qui apparaît en jaillissement, eh ben, on va pouvoir tourner autour, etc. C'est assez impressionnant, c'est vraiment assez cool, ça fonctionne et tout, mais il faut bien comprendre que c'est une machine à $1,5 million qui marche pour une personne à la fois. Donc le business model n'était pas évident. C'est-à-dire pour faire un proto pour le CEA, c'est bien, en termes de business, c'était pas dingo. Voilà. Mais sauf que je me suis aperçu que ce système-là, en fait, c'est exactement le même système que ça. C'est la même chose. Je me suis dit, ah putain, comment j'y ai pas pensé, moi, comme un abruti, je traque les 2 yeux, et les Américains, ils traquent qu'un seul œil, c'est la caméra, en fait. Du coup, les millions de gens qui vont voir l'effet qui est tourné par la caméra, ils vont voir l'effet, ils vont être projetés dans ce monde virtuel. Donc là, je me suis dit, ok, bon, là, il faut créer une boîte, du coup. Pour que vous compreniez de manière un peu plus concrète ce qu'on a fait, je vous montre un de nos tout premiers labos. Alors, c'est pas le tout premier, parce que c'est une vraie boîte du confinement qui a commencé dans une cave, pour de vrai. Mais ça, c'est la première fois qu'on a fait un truc qui était à peu près montrable. Donc, évidemment, c'est le bazar, parce que, vous voyez, on geek des trucs dans notre coin. Vous remarquez, je vous montre juste ce que ça peut donner si mon téléphone fonctionne. Voilà. En fait, vous allez comprendre que le téléphone avec lequel je filme, c'est pas une caméra spéciale, hein. C'est juste mon iPhone, à l'époque, mais un Android tout pourri, juste avec un tracker dessus. Vous voyez la petite caméra thermique, le truc carré au-dessus des écrans, c'est une petite caméra thermique. Évidemment, il n'y a pas de maison de poupée, hein, vous l'avez compris, il y a 6 écrans d'ordinateur qui sont synchronisés. Et quand la caméra se déplace, l'ordinateur sait, oui, on voit même au travers de la porte, l'ordinateur sait où je suis, et va recalculer un trompe-l'œil avec des perspectives justes en temps réel. Voilà. Ça, c'est assez cool. Évidemment, ça, c'est proto, tout marche pas parfaitement, etc. Mais enfin, ça permet quand même de donner à des investisseurs une bonne idée de ce qu'on pourrait faire. Parce qu'on peut dire, eh, mais les gars, on pourrait faire des super grands écrans, et on pourrait mettre des décors encore plus beaux, et on pourrait mettre des comédiens devant, et on ferait un truc de dingue. Et les gars, ils disent, ah, c'est super ton truc de labo. Je fais genre,
Bon, bah, ils ne vont pas me donner d'argent, du coup. Donc voilà, donc après on se dit, bon, bah, du coup, on va faire une démo. Donc je vais vous la montrer. Alors je suis désolé, c'est un film un peu commercial parce que c'était vraiment, hey les gars, investissez. Donc, mais c'était pour l'idée du film d'après, c'est pour vous montrer un petit peu la toute première démo qu'on a fait sur le petit mur que vous avez vu, là, celui où il y avait la voiture. Donc c'est vraiment un tout petit mur de LED. Enfin, tout petit. Il faisait 9 mètres de large sur 3,50 mètres de haut, mais c'est à l'échelle d'un studio de cinéma, c'est tout petit. Et on a essayé de montrer toutes les possibilités qu'on pouvait faire avec ce relativement petit mur. Je vais vous montrer. Donc pardon s'il y a un côté regardez on est trop fort alors qu'en fait on n'a pas un rond et voilà. Mais voilà l'idée, ça c'est pour vous donner une idée du plan réel pour que vous ayez une idée de la lumière, mais ça en fait c'est du studio. Mais c'est bien la même lumière parce que ça a été tourné au même moment. En fait, on a d'abord tourné la voiture qui passe et puis ensuite on envoie une autre voiture filmée dans la vraie lumière. Donc ce type de plan, par exemple, ça c'est une cascade relativement simple, mais ça à tourner en vrai c'est un cauchemar. Surtout si la comédienne n'a pas son permis de conduire, enfin voilà. Et puis il faut que l'autre conduise. Tout ça c'est un enfer à tourner en vrai et ça c'est 2 secondes. Et là l'idée sur chaque plan c'est de montrer un petit peu, là, par exemple les reflets. Vous voyez, l'utilisation des reflets sur la voiture, c'est parce que les écrans LED se reflètent directement sur la voiture. Même chose. Là c'est les écrans LED qui éclairent les comédiens. Alors il y a un peu de support, il y a un peu de lumière de cinéma en plus, mais en réalité l'essentiel de l'ambiance est donné par les écrans LED. L'idée à chaque fois c'est de montrer des possibilités. Là, voilà, par exemple, j'appuie quand l'opérateur appuie sur un bouton, boum, ça déclenche une explosion, comme on veut. Et là maintenant, hop, l'explosion va se refléter dans les lunettes. Tous ces effets-là, c'est des effets qui sont vraiment très très complexes à faire en réalité. Tout ça, c'était tourné en une seule journée, hein, dans 8 décors différents. Alors là, le plan de je saute du balcon, c'est évidemment intournable, il faut bloquer la rue, c'est cauchemardesque. Et un quart d'heure après, on jette un sac de 50 kg de sable au sol. On change les costumes des comédiens et voilà, un quart d'heure après, allez 20 minutes après, on est en tournage dans un autre décor qui n'a rien à voir sur une plage. Voilà. Dans une couleur un peu OSS 117. Ah bah tiens, la voilà elle. Alors, pour la petite histoire, c'est ma belle-sœur. Hein, voilà. Voilà, donc toujours jouer avec les transparences sur le verre, etc. Et l'idée étant d'avoir ce raccord virtuel. Voilà, et même chose un quart d'heure après, toc, on l'a changé les décors et on se retrouve là. Alors là, ce qui est très intéressant à regarder, c'est, vous voyez le mur au fond à gauche, là. Vous allez voir que la fenêtre disparaît progressivement. Lui, là. La fenêtre disparaît progressivement, ça c'est le recalcul des perspectives en temps réel. C'est ça le trompe-l'œil temps réel en fait, qui donne l'impression qu'il y a vraiment une profondeur. Et puis vous avez les réflexions dans la table, les transparences dans le verre, etc. Tout ça est cauchemardesque à faire sur fond vert et ça permet d'éviter de bloquer toute une équipe de tournage, de bloquer un appart dans Paris, tu peux pas tourner dans Paris, plus l'appart de dessous pour mettre le logistique, etc. Donc là vous allez voir le plan de manière un peu making-of. Voilà, le chauve c'est mon associé, Jérémy Tornowski. Voilà, et là en réavance vous allez le revoir. Vous voyez à gauche le mur là, hop, qui se décale et qui donne cet effet de profondeur qui est réel. Donc pardon pour le côté un peu genre regardez, on est trop fort, donnez-nous de l'argent. Voilà. Voilà, mais je voulais vous montrer le petit plan de making of après, et puis comme ça me permet de vous présenter Mehdi, qui est un de nos devs. Et là, on était donc la veille de ce que vous venez de voir. On était en train de tourner et on venait de réaliser qu'on pouvait faire fi des effets jaillissants, parce que le trompe-l'œil, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Donc en fait, Mehdi ne voit pas le rocher là où vous le voyez. En réalité, le rocher, il est sur l'écran, mais comme quand on se déplace comme ça avec le téléphone, et ben, ça donne l'impression que ce rocher est jaillissant. Donc tout ça fait des effets assez cool. J'imagine que je dois être super en retard sur mon talk, donc ouais, on va enchaîner un peu. Voilà. Donc une fois qu'on a montré ça aux investisseurs, on peut leur dire, hey les mecs, du coup on fait un grand écran. Et du coup là il y a Dior qui a dit, ouais bon ok, on va faire un écran. Donc celui-là il fait 32 mètres de large sur 6 mètres de haut, donc il est plus grand que celui de Mandalorian, parce que Dior ils ont décidé de faire les choses bien, on était dans le 2e confinement, donc tout le monde était chez lui, sauf nous, parce que nous on était enfermés avec 80 mannequins. En train de tourner un défilé virtuel pour Dior. Donc ça, pour la petite histoire, c'est mon autre développeur qui s'appelle Gurvan, qui va chercher un bout de scotch, un bout de gaffeur à l'autre bout du studio. J'ai juste pris mon téléphone, j'ai fait clic-clac. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il n'y a aucune post-prod. C'est juste comme ça que ça ressemble en vrai. Donc ça, Dior, quand ils voient ça, ils font ah ouais, ça c'est sympa. Et donc voilà, on voit nos geekeries un peu en bas là, et puis le stage. Et puis ce que ça donne à la fin, ça donne un truc comme ça. Et donc là, ça y est, boum, on a eu un premier client au bout de 6 mois d'existence. Je dois avouer qu'on était assez contents, même s'ils nous ont demandé des trucs où dans le manuel de Unreal Engine, qui était le logiciel qu'on utilisait, il y avait marqué que ce n'était pas possible ce qu'on lui demandait. Donc il a fallu ruser un petit peu pour pouvoir répondre aux besoins du client.
Après, il y a Gucci qui s'y est mis, c'est-à-dire que Gucci, ils ont vu ce qu'on fait Dior, ils ont fait « mais nous, mais on ne veut pas, on veut beaucoup plus fort, on met 6 fois le budget !» Fait « Ok, et puis, on va mettre des chevaux blancs qui courent devant les écrans. Okay. » Dès qu'il y avait un mec qui popait une idée au pif, l'idée était sur le plateau 20 minutes après. C'était incroyable. Il y avait des trapézistes qui disaient « Ah, mais on pourrait mettre des trampolines !» Ok, il y a des trampolines, il y a des chevaux, n'importe quoi. Il y a un moment, on s'est retrouvé avec des dindons blancs et le lapin blanc qui était là, mais en plus, c'est des rockstars, c'est-à-dire c'est des animaux rockstars. Le lapin blanc, faut faire attention parce qu'il a une histoire avec la femme du cheval, enfin c'est n'importe quoi, c'était n'importe quoi. C'était très très impressionnant comme tournage. Quand même, je vous montre ces images, ça vous permet de montrer un élément qui est très important en production virtuelle, c'est de toujours toujours avoir un mélange de réel et de virtuel. Et vous voyez qu'en fait là, ce qui est virtuel, c'est bien sûr cette façade Gucci avait la volonté de faire quelque chose qui faisait un peu fake, un peu onirique. Donc il y a cette façade-là, et les arbres derrière qui sont faux, mais en fait là, le jardin, il est réel. Le jardin est réel, évidemment, les chevaux sont réels, les comédiens sont réels. Mais là, vous voyez très bien le mélange, c'est pas forcément évident de trouver, l'écran est là, la limite de l'écran, elle est là. Mais c'est pas forcément évident, elle est cachée derrière le jardin, mais vous avez une partie du jardin qui est réelle, une partie qui est virtuelle. Même chose pour les effets de particules, il y en a une partie qui est réelle, une partie qui est sur l'écran, il y a même une partie qui est rajoutée en post-prod après. Donc c'est comme du mélange de techniques pour avoir les meilleurs résultats. Et une fois qu'on a fait Dior Gucci, on s'est dit, on n'a plus de clients du coup, parce que voilà, les deux gros chers, on les a. Donc, mais en fait, on savait faire du très très beau, mais lent. Donc on s'est dit, maintenant on va faire non, pas du moche. On va faire d'une qualité moindre, enfin d'une qualité moins exigeante pour un programme qui, par contre, a des exigences de rapidité et de coût. Et donc, en fait, on savait faire du très très beau. Maintenant, on voulait faire du très très rapide. Donc, on a attaqué en France, c'est la première fiction à avoir utilisé cette technologie, qui est la série Balthazar, la saison 4 de Balthazar sur TF1, avec Thomas Sisley, où le réalisateur voulait absolument, était un fan de Mandalorian absolu, voulait absolument tourner cette technique. Et nous a fait confiance, ce qui était sympa parce qu'on avait que 2 clients et qu'on n'avait jamais fait de fiction, même si mon associé, c'est quelqu'un qui a 25 ans de plateau derrière lui, donc il est parfaitement connu dans le milieu, parfaitement identifié, et les gens lui font confiance. Pas comme à moi, parce que moi, jardin geek fou furieux, donc voilà, c'est pas la même. Mais d'abord, on a fait Balthazar, on a appris à faire du un peu moins beau, mais très très vite, parce que sur un plateau de tournage de série, vous pouvez pas leur dire « Ah non, mais ça marchait très bien à 30 minutes ». C'est pas possible, en fait, tu appuies sur ton bouton, il faut que ça fonctionne tout de suite, et puis il faut que ça dépote. Donc voilà, et une fois qu'on a su faire ça, même chose, on n'avait pas de clients, et puis nos concurrents, parce qu'on a un certain nombre de concurrents, ils avaient choisi d'investir dans les écrans LED. Donc ils avaient investi des millions parfois dans les écrans LED que nous, évidemment, on n'avait pas les moyens d'acheter, et que nous, on loue. Donc on était là dans toujours le même hangar pas chauffé à Thiais, sous les pistes d'Orly. On était au mois de février 2021, je vous avoue que c'était un peu la déprime en termes de les autres, ils ont acheté des écrans LED et nous, on va rester seuls. Voilà, et déprimé. Du coup, on a fait ce qu'on fait dans Jean Le Cas, c'est-à-dire on envoie un mass mail à l'ensemble de la profession en disant « Hey, on a fait Dior, c'est trop super !» Évidemment, ça ne marche jamais, donc personne ne répond, sauf un gars. Et le gars, c'était Netflix. Voilà. Et je vous la fais un peu courte. En gros, c'était Netflix, et ils ont débarqué, ils ont fini, on vient faire des tests. On dit, on pensait qu'ils arrivaient à 3, allez, c'est Netflix, donc à 4 ou 5, avec une caméra un peu sympa, histoire de tester. Non, ils ont débarqué à 3 camions, à 30, avec des tables, avec des mecs qui posent des cafés, des petits bonbons, voilà. Et puis, le réalisateur lui-même, Louis Leterrier lui-même, vous savez, Louis Leterrier, vous l'avez vu, parce que c'est le réalisateur de Lupin, d'Insaisissable, et récemment de Fast and Furious 10, petit film à 300 millions de dollars, qu'il a fait juste après Loin du périph'. Et donc, et Louis qui vient lui-même sur le plateau avec son chef opérateur qui est un monsieur très très exigeant. Voilà, et on a tout le monde qui débarque dans notre hangar pas chauffé à Thiais. On est un peu genre bonjour les copains. Et voilà. Et en fait, ça a duré 10 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, Louis Leterrier est un réalisateur qui cadre lui-même. C'est assez rare en fait, un réalisateur qui porte la caméra lui-même. Il cadre lui-même et au bout d'un moment, Louis sort son œil de l'œilleton et dit bon, maintenant qu'on sait que ça marche, c'est quoi l'étape d'après? Donc là, on a le directeur de production, donc le big boss qui vient nous voir, qui nous fait « Bon, alors les copains, Louis a dit que c'était bon, donc ne vous inquiétez pas, nous ne travaillerons jamais avec aucun de vos concurrents. Par contre, il va falloir vous staffer, parce qu'il faut que vous soyez joignable, 7 heures sur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout le temps, machin. » Et là, c'est devenu un truc de dingue, parce que là, on a été mis en contact avec les équipes de Netflix, qui sont extraordinairement exigeantes et compétentes, et qui, sur les sujets techniques, vraiment nous ont mis beaucoup de pression, mais ils ont eu raison, et on a pu upper le game vraiment, vraiment, vraiment. Et puis Netflix fait un truc extraordinaire, que je pense qu'ils sont les seuls au monde à faire, c'est qu'en gros, ils payent quasiment la recherche et développement. Ils sont pointés en disant, bon, voilà, ça coûte combien de faire des essais de taille réelle? Non, mais taille réelle, il faut louer un studio pendant 15 jours, il faut monter un truc de mal. Bon, d'accord, je vous dis combien ça coûte. Et à la fin, et là, les premiers essais, ils font, bon, on est d'accord que ça marche pas, donc là maintenant, comment on fait? Heureusement, j'ai un peu prévu le coup, donc je leur ai expliqué un petit peu comment on faisait. Il fait, attendez, je vérifie avec mes collègues américains.
Et là, musique d'ascenseur, on attend, une petite pression, Louis Leterrier dans la pièce, tout ça, machin, super. Il fait genre, ah oui, c'est très sérieux votre truc, c'est bien, allez-y. Et là, deuxième session d'essai, et là, ça marche, et du coup, là, on a fait le film. Et comme le film a quand même été un bon carton, ça marche vraiment très bien, les très contents. En fait, depuis 3 ans, on a enchaîné une quarantaine de films, dont des choses que vous avez peut-être vues, Tapis récemment sur Netflix, Lupin, Anti-Gang, voilà, vraiment pas mal de choses, dont des projets un peu différents. En roue libre, par exemple, c'est un film qui est tourné à 80 ou 90% sur écran LED, celui dans la voiture, là, qui est un des tout premiers films qu'on a fait. Vortex, c'est une série qui se passe en Bretagne, dont l'action se passe sur une plage, donc dans les plages en Bretagne, et donc on a 6 épisodes et ça se passe à 50% sur la plage. Vous voyez, en Bretagne, il y a un truc qui s'appelle la météo, puis il y a un autre truc qui s'appelle la marée. Vous voyez, donc tourner ça en vrai, c'est juste pas possible en fait, parce que vous faites Thomer qui donne sa réplique, formidable, et sa partenaire qui donne sa réplique, mais la mer elle est 8 km plus loin, donc il y a un petit problème de raccord. Donc du coup, ça a été fait beaucoup en studio. Voilà. J'enchaîne un peu parce que je suis super en retard, pardon. Hop. Donc je vous montre un peu, ça c'est pour frimer un peu ce qu'on a fait un petit peu depuis 3 ans, ce que ça donne une fois que c'est à peu près au point. Ça s'appelle Loin du périph' en fait, hein. C'était le titre de Working Title, au-delà du périph'. Là, ce qui est rigolo, c'est que en fait, la voiture, elle est sur une tournette. L'opérateur, il est fixe. Il fait comme ça et c'est le studio qui est traqué et qui tourne avec la voiture. Le décor qui tourne avec la voiture. Mon Gucci. Ah oui. Un petit lancement DS. Alors ce qui est amusant, c'est que ça, c'est une toute petite pub sur un tout petit écran en fait pour Meunier Frères. C'était vraiment, l'écran était plus petit que le premier qu'on avait. Et puis ça, c'est Dior, donc ça, c'est pas un petit écran. Ça aussi, c'était dingue. Ce truc était dingue. En plein confinement, c'était dingue. Ça, c'est une séquence onirique pour un premier film, un petit film qui s'appelle Mon héroïne. Ça, c'est donc en roue libre. Donc celui-là, il est tourné pratiquement intégralement dans la voiture. Ça, vous remarquez, c'est les images qui sortent. Vous avez encore le viseur de la caméra au milieu. C'est les images qui sortent directement de la caméra. Il n'y a aucun traitement dessus. Les Combattantes, une série d'Alexandre Laurent qui est sur TF1. Vortex, donc la fameuse plage de Vortex, donc là en nuit américaine, donc quelque chose qui le réalisateur veut que ça fasse un peu fake, puis là il voulait pas que ça fasse fake. Donc là c'est toujours l'écran LED. Un tout petit clip avec quasiment pas de budget. On a mélangé de la pluie réelle, de la pluie virtuelle. Toujours Vortex. Formidable comédienne. Les Combattantes, donc là il y a un machiniste qui secoue l'avion, hein, comme ça. Les comédiens font ah mon Dieu. Mais c'est toujours le mélange de réel et de virtuel en fait. Si vous avez des vraies secousses réelles, ça va beaucoup changer. Je pense que je suis complètement dans les choux sur mon timing. Ah ouais, complètement dans les choux. Je suis 5 minutes derrière. Bon allez, hop, on enchaîne. Hop là. Alors, du coup, je vous raconte un petit peu ce que c'est que la production virtuelle, parce qu'on parle beaucoup de production virtuelle, mais en fait, c'est une convergence d'innovation. Okay, c'est qu'en même temps, là, à la fin des années 2010, il y a 4 technos qui sont arrivés à peu près à maturité ensemble. Donc les écrans LED géants. D'accord, les écrans LED géants, encore une fois, c'est pas des écrans LED géants, hein, c'est des carrés de 50 par 50 comme ça, c'est exactement cette tech-là, sauf qu'on en construit beaucoup. Ça fait 15-20 ans que c'est là, hein, on s'en sert normalement dans les concerts pour faire boum boum derrière Rihanna, envoyer de la lumière, tout. C'est très 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 lumineux. Et c'est un gros avantage, c'est que c'est à la fois très lumineux parce que c'est des LED qui sont directement pointés vers vous. Vous voyez, en projection, ça tape dans l'écran avant de se répartir vers vous, mais là, c'est de la lumière directe, donc ça peut être très lumineux. On peut pratiquement émuler la luminosité du soleil. Surtout, c'est un gros avantage, c'est les contrastes. Parce que sur un écran comme ça, là, si je veux faire du noir, vous voyez, là il y a du noir, si je veux faire du noir, qu'est-ce que je fais ? J'éteins ma LED derrière, j'éteins ma diode. Mais en fait, l'écran lui-même, il est blanc. Donc en fait, c'est pas du noir ce que vous voyez, c'est du blanc, mais par comparaison avec la luminosité du reste, vous avez l'impression que c'est noir. Mais c'est pas du vrai noir, donc les contrastes sont pas super beaux. Sur des LED, comme celle-là, les LED, en fait, si je les éteins, elles sont noires. Donc derrière, en fait, c'est du vrai noir. Donc quand vous allez sur une LED, ou bien elle est allumée, elle est vraiment blanche, ou bien quand elle est éteinte, c'est pas en noir mat derrière, c'est vraiment noir. Donc vous avez d'excellents contrastes qui permettent d'éviter l'effet un peu Hitchcock. Vous savez, vous avez 2 comédiens qui sont comme ça, puis derrière, il y a une rétroprojection un peu pas assez bonne. Et puis, en fait, si les contrastes, vous voyez tout de suite que ça marche pas, quoi. Puis un autre truc qui marche bien, c'est l'effet de trompe-l'œil. Ça, c'est plutôt des techniques qui viennent de la VR, hein, de la vague de la VR de 2015. C'est les mêmes techniciens qui travaillaient déjà sur la 3D relief en 2009, ce que je faisais moi. C'était une très mauvaise idée de travailler sur la 3D relief, mais bon, voilà. Vous savez, les trucs qui sortent de l'écran avec les lunettes, tout ça. Voilà. Surtout les moteurs de jeux vidéo, en fait, des moteurs comme Unity et surtout Unreal Engine, qui sont devenus pratiquement photoréalistes. Donc ça devenait possible
de calculer une image 50 fois par seconde, 100 fois par seconde, des perspectives différentes. Donc en fait, déjà quand on a ça, on se dit j'ai des écrans énormes, je sais faire un trompe-l'œil et maintenant je sais recalculer mon trompe-l'œil X fois par seconde. Ah, il y a une idée à avoir, il manque plus qu'un truc, en fait, c'est de pouvoir savoir où est la position de la caméra, parce que bien sûr, un trompe-l'œil c'est toujours par rapport au point de vue, à un point de vue, et donc dans ce cas précis, par rapport au point de vue de la caméra. Et donc les tracking systems, les systèmes de tracking, c'est un truc qu'on sait faire depuis le début des années 90, même avant, parce qu'en fait les premiers Star Wars c'était déjà comme ça, donc depuis même la fin des années 70, milieu des années 70, c'est des choses qu'on sait faire, sauf que c'était très très cher. Et en fait, le casque Vive, qui est sorti en 2018, avait un petit truc en plus qui est le Vive Tracker. Et en fait, ça coûte 200 €. Et pour l'ensemble, pour 1000 €, on a un système de tracking qui marche super bien. Alors, c'est pas fait pour ça, donc il faut rentrer un peu. Mais comme le code est ouvert, on peut bricoler un peu. Et quand on bricole un peu, en fait, on peut le détourner pour avoir un casque de réalité virtuelle qui fonctionne. Et donc, nous, sur les plateaux, sur tous les plateaux, on a toujours un casque de réalité virtuelle. Mais en fait, il ne sert à rien. Il sert juste à que l'ordinateur soit content pour qu'en fait, on puisse utiliser le tout petit tracker qui nous intéresse et qu'on met sur la caméra. Ça, c'est des trucs qui sont utilisés sur des énormes films. Sur Loin du Périph', c'est utilisé comme ça. Mais du coup, ça permet de ne pas avoir à investir dans les systèmes de tracking de type de ceux qui sont utilisés sur Mandalorian, qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Enfin, de dollars. Non, c'est pas la bonne télécommande. Hop là. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble en vrai? Ça, vous avez un humain là qui vous donne l'échelle, là. Vous voyez, et ça, vous recevez ça le matin au studio, c'est bonjour, vous avez une livraison DHL, et là, boum, vous avez ça qui arrive. C'est-à-dire que dans chaque boîte, vous avez un certain nombre de ces petits carrés comme ça. Et puis, après, vous travaillez un peu, quelques jours, vous les montez. Ça, pour la petite histoire, c'est les essais que nous avait commandé Netflix. Hein. C'est pour vous donner une idée du délire. Voilà, ça fait 15 jours de montage. Enfin, c'était un délire. Alors, en vrai, ça se monte plus vite maintenant, on monte beaucoup plus vite. Mais à l'époque, c'était comme ça. Voilà, vous le montez, puis à la fin, ça donne ça. Il y a un petit côté cœur du réacteur qui est sympa. À l'intérieur, ça donne quelque chose comme ça. Donc vous avez le studio LED qui est derrière. Ça, c'est le tournage de Loin du Périph', pour le coup, c'est pas les essais. Ça, c'était notre prototype qui marche. Donc là, vous avez Gurvan, ce qu'on appelle un tech artist. Tech artist, c'est à la fois un codeur et quelqu'un qui est sur les plateaux de cinéma, donc qui sait faire les deux, qui sait être à l'aise sur un plateau de cinéma et soulever des trucs lourds en disant passe-moi un café Roger. Enfin, un truc qui est un peu vraiment les mains dans le cambouis. Et puis c'est aussi un énorme geek. Et donc ça, c'est cool. Voilà. Et donc nous, on a 2 postes sur le plateau. En fait, on rajoute juste 2 postes. Le tech artist, qui est vraiment le codeur, qui va piloter tout ça. Et puis vous avez un gars qui est un peu caché là, qui est plutôt mon associé ou moi, qu'on appelle un Virtual Production Supervisor, qui est quelqu'un qu'on va mettre directement au contact avec le réalisateur et avec le chef opérateur, avec les plus gros postes du plateau, pour qu'il y ait un mot qui soit banni du plateau, c'est Neo 7. Notre boîte s'appelle Neo 7. Si nous, sur le plateau, on entend « Ah, il faudra demander à Neo 7 », on est mort. On veut absolument tout anticiper, donc on veut jamais que quelqu'un dise « Ah, Neo 7 ». Donc on a tout le temps un gars qui est à côté des gens qui pourraient avoir des demandes pour anticiper les demandes et par talkie-walkie envoyer les demandes aux tech artistes. Voilà, donc après voilà, au début c'était le proto, après en 2022 on a rendu les choses un petit peu plus compactes et cette année on les a rendues encore plus compactes. Maintenant ça fonctionne sur batterie, vous avez une petite batterie en bas là. Ça fonctionne sur batterie, c'est juste une télécommande en fait qui va piloter des gros ordinateurs qui sont derrière les écrans et qui font les effets de trompe-l'œil. Et là où vous voyez que niveau technologique, on a pris la confiance, c'est quand vous êtes en train de faire les plans du truc, vous concevez ça, c'est-à-dire le truc pour mettre le café, pour poser son café, là c'est OK. Là, on est bien, là, on est plus sur un prototype là. Voilà. J'avance très vite parce que je suis en retard. Juste pour vous donner la différence entre... en fait, il y a 2 types de production virtuelle. Il y a la production virtuelle en 2D, la production virtuelle en 3D. 2D, en fait, ça veut juste dire qu'on a dû filmer pour projeter sur les écrans ensuite. Okay, et 3D, ça veut dire que c'est des images de synthèse. Donc ça, c'est la technique de Mandalorian, 3D. C'est des images de synthèse qui sont recalculées en temps réel pour que le trompe-l'œil soit toujours juste. Voilà. Donc, quand on doit filmer, on doit filmer à 360 degrés. Donc, on a dû concevoir des systèmes de caméras. Je ne rentre pas dans le détail pour filmer ces systèmes. Donc, il y avait un premier système proto avec 6 caméras, les unes à côté des autres. Bon, c'était un peu lourd. Ça a l'air lourd techniquement. Et c'est lourd à tout point de vue. C'est lourd techniquement. C'est un cauchemar. Donc, on n'a pas fait ça. Et en fait, j'ai trouvé des optiques au Japon qui filment cette espèce de drôle d'objectif là, qui filme à 220 degrés. Donc, 220 degrés, c'est comme ça. Hein. Donc, c'est-à-dire que la caméra filme derrière elle. Donc, quand vous avez Roger qui arrive à côté avec son café en disant ça va Bernard, tu veux un truc? Il fait non, mais t'es dans le champ en fait. Ah, pardon. Donc c'est assez surprenant. Et quand on en met 2, un à l'avant, un à l'arrière de la voiture, on peut avoir ce type de projection de Mercator, hein, ça s'appelle un rectangulaire, où ça c'est l'avant, ça c'est la gauche, ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant, ça c'est la droite, ça c'est l'arrière. Vous voyez, ça se referme comme ça. Et après ça, vous allez le mapper sur les écrans comme ça. Ça c'est pour en roue libre, vous reconnaissez la voiture en roue libre. Donc ça c'est la production virtuelle 2D.
Et pour ça, on a dû concevoir un système que, évidemment, on a appelé Matrix, parce que sinon, voilà. Et donc, ça, c'est un système propriétaire qu'on a codé surtout en Nodal. Dans le cinéma, on aime bien le Nodal, hein, donc, et puis du Python, dans un logiciel qui s'appelle Touch Designer. Et à l'inverse, la virtual production 3D, donc ces gens sont en train de travailler. Hein. Donc vous avez Mehdi et Gurvan, dont j'ai déjà parlé. Gurvan travaille, Mehdi fait rien, comme d'habitude. Non, c'est de très très bons codeurs. Donc lui, il a un clavier wireless. Et en fait, là, dans cette config-là, c'est là où on a tourné notre première démo. On avait vraiment besoin de coder sur le plateau. Donc tant qu'à faire, on avait pris les fameuses chaises longues et ça codait directement sur le plateau. Donc voilà, c'est du Nodal aussi. On pourrait faire du C++, c'est un peu overkill pour chez nous. Je vous montre ce que ça peut donner un mélange des deux. Donc là, vous en avez celui-là, c'est de la 2D, celui-là, c'est de la 2D, celui-là, c'est de la 2D, parce qu'Unreal est incapable de faire de la mer aussi belle que ça. Et ça, c'est de la 3D, parce que du coup, on peut faire un grand travelling, et vous allez voir, toutes les perspectives sont justes. Parce que l'Unreal Engine, c'est très, 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 très bien faire deux choses, c'est du sable et des rochers. Voilà la raison pour laquelle Mandalorian, ça se passe toujours sur Tatooine, et pas dans une planète, machin. Parce qu'en fait, c'est du sable et des rochers, que ça, qu'Unreal Engine, c'est très, très bien le faire. Voilà. Il y a plein d'autres possibilités dont je ne vais pas avoir le temps de vous parler parce que, en fait, quand vous rajoutez du tracking et un moteur de jeu temps réel, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez faire de la prévisualisation, vous pouvez voir votre film avant de le tourner, vous pouvez faire du virtual scouting, vous pouvez faire plein de choses. Ça, c'est en train de révolutionner complètement le workflow qui avant était linéaire, pré-production, production, post-production. Et maintenant, en fait, il y a beaucoup de choses qui se font dans Unreal Engine et on peut un peu mélanger tout ça. Et comme il me reste 4 secondes, je voudrais juste rajouter une chose, parce qu'un keynote sans One More Thing à la fin, c'est pas marrant. J'ai toujours rêvé de faire ça. Vous savez, si vous êtes sur scène, vous faites One More Thing. Et là, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc qui serait quand même plus sympa? C'est je fais une photo. Allez, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Alors on va dire j'en fais que 2. Je fais une photo là, d'accord? Et là, je dirais, ouais, mais en fait, le point de vue là, on pourrait pas le calculer? Bah si, en fait. Il y a une réponse, c'est l'IA, bien sûr, l'intelligence artificielle. Alors ça sort du lab, c'est-à-dire que c'est une tech, il y a des choses il y a un papier qui a été republié il y a 1 mois et demi, pour vous donner une idée. Et ça, c'est juste mortel, parce que ça s'appelle des NeRF, Neural Radiance Field. C'est une photo. Il y a eu plusieurs photos, et puis en fait, à 100 images secondes, là c'est à 60 images secondes, vous avez les FPS en bas, vous vous promenez dans le décor. Donc ça, il faut bien comprendre que ceci n'est pas un film, hein. Ceci c'est des photos, et c'est une caméra qui se déplace librement. Je ne sais pas si vous imaginez la révolution que c'est dans les jeux vidéo, ce truc-là. Donc là, vous avez en haut l'IA qui hallucine un peu, mais sinon, c'est quand même juste totalement du délire. Vous faites ce que vous voulez. Je vous en donne un autre, là, celui-là il tourne à 80 ou 100 FPS. Voilà, c'est une centaine de frames par seconde, et je ne sais pas si vous voyez le niveau de détail du truc. Voilà, donc ça c'est totalement du délire, c'est la prochaine étape. C'est une première pour le DevFest, hein, c'est la première fois qu'on annonce qu'on va commencer à travailler sur ce genre de choses. Ça arrive bientôt pour faire des films, ça. Voilà. Je voulais vous remercier, je voulais vous souhaiter un excellent DevFest. Je m'appelle Alexandre Solinos, la boîte s'appelle Neo7, et merci beaucoup pour votre attention.